Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 22, Laurence. Les mots de Laurence Faron sont pensés, précis, profonds, aussi choisis que le sont les ouvrages qu'elle publie dans sa maison d'édition au nom évocateur, Talent haut. Dans les pages des artistes qu'elle met en lumière, les stéréotypes, notamment sexistes, n'ont pas leur place. Tous ces ouvrages s'adressent à la jeunesse, comme la promesse d'un futur plus ouvert et plus tolérant. Laurence Faron, je suis éditrice aux éditions Talent haut. Ça fait longtemps que je travaille dans l'édition maintenant, ça doit faire 25 ans. J'ai d'abord travaillé dans l'édition scolaire, je m'occupais de livres d'histoire, géographie, de choses comme ça pour les collégiens et lycéens. Et puis j'ai eu des idées de collection et des envies d'indépendance aussi. Et j'ai décidé de lancer ma maison d'édition en 2005, une maison d'édition pour la jeunesse. Que j'avais dès le début envie de présenter comme une maison différente, qui ne faisait pas ce que faisaient les grandes maisons d'édition, ne serait-ce que parce que ça n'a pas d'intérêt de refaire ce que font les autres, et aussi parce que j'avais remarqué en allant me promener en librairie et en lisant des livres à mes enfants que la littérature pour la jeunesse, tout comme la société, n'était pas exempte de stéréotypes sexistes. Il y a certains livres chez Talent haut qui sont plus engagés que d'autres. C'est, je pense, notre vocation que d'aborder des sujets parfois difficiles. Nous avons publié les premiers livres sur l'homoparentalité, sur les violences faites aux femmes et sur le consentement pour la jeunesse. Par exemple, Pour qui tu m'as prise, qui était un des tout premiers livres sur le viol et le consentement, qui est complètement passé inaperçu parce qu'à mon avis, il a beaucoup bousculé. Mais on a aussi dans nos romans, le Renard et la Couronne, qui met en scène un couple amoureux de femmes, à un moment où ça se faisait vraiment pas encore beaucoup en littérature pour la jeunesse. Maintenant, c'est très tendance, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, je pense qu'on bouscule à des degrés divers, selon les époques aussi, puisque maintenant, il y a quand même une grande vogue, plus que vague, féministe en littérature pour la jeunesse, avec des livres qui, il y a quelques années, auraient bousculé et qui maintenant sont devenus monnaie courante. Je pense que très jeune, j'ai pris conscience des discriminations qui pèsent sur les épaules des filles et des femmes. J'en ai été victime moi-même comme fille, puis comme femme, comme salariés et eux aussi. Je pense que quand on parle à des femmes d'aujourd'hui de façon honnête et libérée, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule femme qui n'ait pas été victime de discrimination. Parfois, elles n'en sont pas conscientes. Parfois, il faut leur faire prendre conscience. D'autres fois, il vaut mieux qu'elles l'oublient. C'est un débat. Moi, j'ai pris très jeune conscience de ce qui pesait sur mes épaules. J'ai tôt eu envie d'être indépendante économiquement. J'ai pris conscience d'autres suggestions plus tard. En fait, c'est un long chemin, en fait, la prise de conscience de ce genre de charge. Je crois que j'ai surtout travaillé sur l'aspect économique de la chose. En tant que femme, je me revendique comme féministe, comme militante. Ça fait partie de mon combat personnel. En tant qu'éditrice professionnelle, je me revendique comme éditrice. C'est-à-dire, je pense qu'il est important que les livres publiés chez Talent haut aient la même valeur qualitative, soient aussi professionnels et aussi séduisants que tous les autres livres destinés à la jeunesse. Parce que s'ils sont différents, c'est parce qu'ils sont exempts de stéréotypes et non pas parce qu'ils sont militants. Je pense que c'est important parce qu'on doit toucher un grand public de la même façon que les livres que j'appellerais sexistes, pour grossir le trait, touchent un grand public. Les livres non sexistes doivent toucher le grand public. Et c'est la raison pour laquelle Talent haut n'est pas une maison d'édition féministe.
même si les personnes qui y travaillent, et moi-même au premier chef, ont bien souvent des convictions féministes affirmées. Les stéréotypes, c'est quelque chose qu'on a intériorisé, c'est une image qu'on a dans notre inconscient et qui définit les choses, les gens. Donc les stéréotypes sexistes, c'est l'intériorisation d'une représentation des hommes et des femmes, beaucoup des femmes d'ailleurs. Parce qu'on est une femme, on devrait, parce qu'on est une petite fille aussi pour les enfants, on devrait être douce, jolie, élégante, calme, se projeter dans un rôle donné de la société, que ce soit professionnel ou familial par exemple. Quand on dit docile, ça veut dire aussi... quand on dit douce, ça veut dire aussi docile. Quand on dit docile, ça veut dire soumise. Quand on dit calme et réservé, ça veut dire cantonné à un certain nombre de métiers. Donc tous ces stéréotypes qui pèsent sur la représentation des filles, qui ont l'air finalement relativement anecdotiques, parce que quand on dit qu'une petite fille est coquette, qu'elle aime le rose, c'est pas grave, ça lui passera. Puis quand elle sera grande, elle passera à autre chose. En fait, ça a une très forte influence sur les choix des études, et donc sur les choix professionnels que font les petites filles, les jeunes filles et ensuite les femmes. Non seulement on ne s'en rend pas compte, mais quand on s'en rend compte, on a tendance à minimiser. C'est-à-dire qu'on considère que ça passera, que c'est pas grave, qu'on fait bien des histoires pour rien, que c'est pas grave si tous les garçons jouent au foot et les filles sont plaquées contre le mur dans la cour de récré en train de bavarder avec leurs copines parce que tout simplement elles n'ont pas accès à la cour occupée par le ballon. Effectivement, ça semble très anecdotique et fugace, mais en fait ça génère toutes sortes de comportements. De même que lorsque les enseignants et les enseignantes, en toute bonne foi, demandent aux garçons chahuteurs d'aller s'asseoir à côté de la petite fille sage et bonne élève, histoire de le calmer un petit peu, ça induit bien évidemment tout un tas de comportements qui vont se ressentir ensuite sur les choix d'études, sur le comportement à l'école et donc sur la vie professionnelle aussi et familiale. Nous, ce qu'on voit dans la littérature pour la jeunesse, c'est qu'il y a une prise de conscience progressive, mais encore très tardive et encore difficile à faire, y compris de la part des enseignants et des enseignantes qui sont souvent dans le déni. On a tendance à penser que parce que les livres pour la jeunesse sont beaux, intelligents, bien faits par des éditrices, parce que c'est souvent des femmes, de qualité, bien éduquées, etc., ils sont exempts de stéréotypes. Mais il n'y a aucune raison, en fait, que les livres pour la jeunesse soient différents de tout le reste de la société. Et on s'aperçoit quand on les étudie, et là pour le coup il y a des études qui ont été faites aussi bien sur les livres pour la jeunesse que sur les livres scolaires, les encyclopédies, documentaires scientifiques, tous documentent et observent scientifiquement des rôles stéréotypés, des représentations stéréotypées, des clichés dans la façon de mettre en scène les filles et les garçons. Pour vous donner quelques exemples, les métiers des femmes dans les livres pour enfants sont très restreints. C'est enseignante, mère de famille, infirmière. Alors que bien évidemment les métiers des hommes vont de super-héros à toute une palette de métiers réalistes beaucoup plus vaste que celle des femmes. Lorsque vous regardez les documentaires scientifiques, par exemple, qu'on pourrait croire neutres, documentaires et scientifiques, on se dit là on est dans du dur, il n'y a plus de stéréotypes. Eh bien non, là aussi on observe que lorsqu'on parle du cerveau ou des muscles, le dit cerveau et les 10 muscles sont mis en scène dans un corps, un écorché, on va dire, pour parler scientifiquement d'hommes ou de garçons, alors que lorsqu'on parle d'hormones, de système digestif et d'émotions, c'est dans le corps d'une fille. Donc là aussi, on induit complètement inconsciemment, je pense que même de la part des auteurs et autrices de ces documentaires, c'est inconscient, on induit des tas de choses sur la représentation de où se niche le siège des émotions, par exemple, en comparaison avec le siège de l'intellect. Les stéréotypes sont presque tous sournois. Et même les éditrices de Talent Haut, qui sont en principe aguerries à les détecter, tous les jours, on doit nous-mêmes faire très attention à ce qu'on peut laisser échapper.
Je peux vous citer quelques exemples très concrets. Bien souvent, dans les manuscrits de romans que nous recevons, notamment les romans juniors, hein, pour les 6-12 ans, il y a souvent... les auteurs laissent échapper quelque chose de très classique, qui est d'appeler toutes les femmes au-delà d'un certain âge des grands-mères. Donc la grand-mère promène son petit chien dans la rue, sans que forcément, dans l'histoire, il soit prouvé que cette dame d'un certain âge ait été mère, donc soit grand-mère. Et par défaut, on considère donc que les femmes d'un certain âge sont des grand-mères, donc ont été des mères. Et donc c'est l'injonction à la maternité, qui est un des stéréotypes très très forts qu'on retrouve partout, et notamment en littérature pour la jeunesse, qui se traduit de cette façon-là. Ça passe complètement inaperçu. Si vous faites le test, vous allez voir dans la plupart des romans destinés aux enfants, on a des grands-mères partout. C'est anodin, ça peut être tout à fait justifié de parler d'une grand-mère dans un livre. Je ne suis pas en train de dire que la maternité est à bannir, bien évidemment, si elle a du sens dans l'histoire. Ce qui n'est pas anodin, c'est de véhiculer dans l'esprit des filles et aussi des garçons que la vocation d'une fille est de devenir une mère. Et que son unique utilité sociale sera donc la maternité. Возьми меня с собой, а в том краю далеком назови меня женой, а в том краю далеком назови меня женой, милая моя, взял бы я тебя. Но в том краю далеком есть у меня жена. Les stéréotypes, ils sont beaucoup dans les représentations des personnages secondaires dans les livres pour enfants. Et les personnages secondaires, c'est souvent les familles. Donc les parents, j'ai un petit peu parlé des grands-mères, mais on représente assez peu les familles de façon... On les représente souvent de façon très normée. Donc hétéronormées, donc les familles sont un papa, une maman, souvent blancs, bourgeois, en bonne santé, minces, élégants, jeunes. Je pense que là, je vous ai fait un panorama assez classique de la représentation des familles. Je pense que si vous feuilletez les livres de vos enfants, vous allez retrouver tout à fait ça sans aucune difficulté. Or, les familles de la vraie vie, c'est des femmes qui travaillent à 80%, alors que dans les livres, elles sont à 80% mères au foyer. À la cuisine, ou en train de lire une histoire ou de faire le ménage, mais rarement en train de travailler à l'extérieur, et de rentrer échevelée, fatiguée, énervée à la maison avec un attaché-caisse ou un ticket de métro dans la main. Ça, c'est très rare en littérature pour la jeunesse. Or, c'est important que les enfants voient leur mère travailler, les mères travailler à l'extérieur, comme dans la vraie vie, en fait, qu'ils comprennent que c'est normal et souhaitable. Donc la représentation des mères dans leur métier à l'extérieur est importante. La représentation des pères qui ne sont pas toujours des super-héros qui gagnent plein d'argent, mais parfois des pères un peu bedonnants, un peu chauves, un peu au chômage, parfois handicapés. Vous en voyez beaucoup dans les livres pour la jeunesse? Non, il n'y en a pas, ou peu. La représentation des femmes d'un certain âge qui ne sont pas toutes des grands-mères, qui sont parfois très actives et qui n'ont pas forcément eu d'enfants parce qu'elles ne sont pas forcément mères. La représentation des familles homoparentales, rarissime en littérature pour la jeunesse, en tout cas sans que ça soit un problème entre guillemets. Donc là aussi, on publie un livre ce mois-ci qui s'appelle Mes deux mamans, qui est un livre absolument charmant sur une famille différente, mais pourtant les familles homoparentales en France existent. Il faut qu'elles se retrouvent aussi dans les livres. Et je pense que tous ces stéréotypes contribuent à renforcer le stéréotype sexiste en fait, puisqu'on dans une famille qu'on représente comme normale, on a un papa qui gagne beaucoup d'argent, une maman qui reste au foyer. Et tout ça, c'est lourd pour les enfants, c'est lourd pour les parents aussi. Les stéréotypes reflètent l'état de la société. Donc la société est sexiste puisque nous sommes tous et toutes éduqués de manière sexiste. Et quand je dis sexiste, ça veut dire tout simplement différente selon qu'on est une fille ou un garçon. Je vous mets au défi de trouver dans votre propre éducation, ou de ne pas trouver dans votre propre éducation de stéréotypes. Vous en avez eu, vous, en tant qu'adulte, comme moi, et je pense malheureusement que vos enfants et mes enfants ont été aussi victimes de stéréotypes
stéréotypes dans leur éducation, y compris par vous-même et par moi-même, parce qu'on en est tous empreints. Donc on ne peut pas dire que les stéréotypes sont anecdotiques, ils sont partout présents. Ce qui est important, c'est d'en avoir conscience, de les faire sortir de cette image dure qu'est le stéréotype pour qu'ils deviennent, si j'osais, une image molle sur laquelle on peut travailler. Et c'est ça qui est important. C'est d'en prendre conscience pour pouvoir les contrer. C'est pas de ne pas en avoir, on en a tous et toutes. Je pense que effectivement, être élevée en tant que fille dans l'idée qu'on doit obéissance à la force masculine et à la domination masculine, que de toute façon notre rôle futur c'est d'être mère, et que ce qui est valorisé dans l'apparence aussi, c'est l'enveloppe externe, c'est-à-dire l'élégance, la coquetterie, mais aussi le sourire, et donc de ne pas prendre la parole en public, ça aussi c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à nous en tant que filles. Tout ça nous prédispose effectivement à ne pas savoir dire non, y compris dans les situations dramatiques de domination violente dont on parle en ce moment enfin. Je pense que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le système de domination masculine, qui a des conséquences dramatiques en matière judiciaire, qu'on commence seulement à découvrir. Les stéréotypes pèsent aussi sur les épaules des garçons. Un petit garçon de 3 ou 5 ans, quand il tombe, quand il a peur, quand il fait pipi au lit, il pleure et il appelle son papa ou sa maman. C'est tout à fait normal. Mais dans les livres, c'est réservé aux filles, ce genre de comportement. Donc là aussi, c'est difficile d'être un petit garçon à qui on dit « Mais non, ne pleure pas, tu es un garçon. N'aie pas peur, tu ne seras pas un homme si tu as peur. » Il y a un âge de la vie où c'est tout à fait normal d'avoir peur et de pleurer. Et si on interdit aux petits garçons de manifester leurs émotions quand ils ont l'âge de les manifester par des pleurs par exemple, ça veut dire que plus tard un jeune homme ou un homme aura bien du mal à exprimer ses émotions à sa compagne, à parler avec elle de ce qui ne va pas dans son couple. Et je pense que les adultes qui entendent ça savent très bien les dommages que ça peut créer dans une vie de famille, dans une vie de couple et dans une vie d'homme tout simplement. Donc les hommes aussi sont victimes de stéréotypes. C'est très lourd de s'entendre dire quand on est petit qu'on doit toujours être costaud, de véhiculer toutes ces images de super-héros qui sont très pesantes. Ça veut dire, toi, quand tu seras adulte, tu vas être un super-héros du quotidien. Et le super-héros du quotidien, c'est quelqu'un qui n'a pas de faiblesse, c'est quelqu'un qui rapporte de l'argent à la maison, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ses émotions, qui les garde pour lui. C'est un homme qui doit assumer beaucoup de charges mentales, lui aussi, dans la famille. Et bien évidemment, c'est lourd aussi pour les hommes, tout autant que pour les femmes. Tout le monde a y gagné à déconstruire les stéréotypes et à les combattre, parce que ça pèse sur les épaules de tout le monde et ça paralyse la société, comme ça paralyse les individus, ça les empêche d'être heureux tout simplement. Je pense que c'est la fabrique du malheur des uns et des autres, des unes et des autres, mais aussi des uns et des autres. Je pense que depuis quelques années, il y a eu une forte prise de conscience dans la société que quelque chose n'allait pas dans les rapports entre les hommes et les femmes. La vague MeToo a libéré la parole des femmes, la parole des enfants, je l'espère, va se libérer aussi. La parole des victimes adultes, quand elles étaient enfants, est en pleine libération. C'est douloureux comme toute prise de conscience, mais c'est nécessaire et il y a vraiment quelque chose qui a changé. En matière de littérature pour la jeunesse, d'une certaine façon, on suit le mouvement avec ce que ça a de bon, parce qu'il y a une prise de conscience de la part des maisons d'édition qu'on ne peut pas laisser publier des livres comme ont publié les Martines, qui non seulement reproduit un modèle très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire, de filles et de femmes, mais aussi est un appel à la sexualité, puisqu'elle est très sexualisée, Martine. Pour ne citer qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, plus ou moins flagrants. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience aussi en matière de littérature pour la jeunesse, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans la
prise de conscience des adultes, dans la prise de conscience des professionnels. Donc la route est encore longue et il ne faudrait pas que cette prise de conscience dont on parle beaucoup ces temps-ci retombe comme un soufflet, que cette vogue féministe en matière de littérature pour enfants soit une vogue et pas une vague. Il faut vraiment que ça dure, que ça s'enracine, qu'on ne s'en tienne pas à des biographies de femmes inspirantes et de ces innombrables biographies de femmes qui sont très très réussies pour certaines, pas pour toutes, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut vraiment travailler en profondeur sur les stéréotypes, qu'on travaille aussi sur les rôles des garçons, qu'on travaille aussi sur les représentations des adultes et pas seulement des enfants. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en matière de littérature, en matière de livres scolaires, de livres, de documentaires pour enfants. Il y a vraiment tout un champ qui est encore inexploré. Et il faut non seulement aller plus loin, mais il faut surtout que ça s'installe dans la durée. Il ne faut pas que ça soit un feu de paille.